Le journal sur Al24 News, mesdames, messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'édition. Réunion préparatoire du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur l'industrialisation. Un rendez-vous continental important pour promouvoir l'expérience algérienne dans le domaine de l'industrialisation. Les ministres de l'énergie de l'Union européenne échouent à trouver un consensus sur le plafonnement des prix du gaz russe à l'issue de leur réunion à Bruxelles. La Maison-Blanche critique les frappes russes ciblant les infrastructures énergétiques en Ukraine. Moscou dément toute implication dans ces frappes. Et le mondial FIFA 2022, entrée en lice du Brésil ce soir. La Seleção aspire à renouer avec le titre suprême après 20 ans du dernier sacre. Bonsoir à tous. Le ministre des Affaires étrangères algérien Ramtan Lamamra prend part à Niamey à la réunion du Conseil exécutif de l'Union africaine préparatoire au sommet extraordinaire sur l'industrialisation et la diversification économique en Afrique, ainsi que sur la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. La séance a été précédée par plusieurs rencontres et interventions, dont notamment celle du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, ainsi que la présidente du Conseil exécutif, Aïssata Talsali, et du chef de la diplomatie du pays hôte, Assoumou Massaoudou. Si industrialisation rime avec développement, eh bien l'Afrique doit se faire toute sa place, notamment avec les mutations engendrées par les contextes régional et mondial actuels. Le développement industriel dans le continent est au ralenti depuis des dizaines d'années et les répercussions de la Covid-19 et les conflits armés n'ont pas arrangé la situation. Le continent miné par plusieurs maux a du mal à émerger en dépit de ses énormes ressources naturelles. À noter que 70% des exportations africaines sont de la matière première. Elles représentent d'ailleurs de l'or et pourraient permettre au continent de se repositionner sur le plan géopolitique. Mais pas seulement. Cette matière première tant convoitée peut être un véritable socle à l'industrialisation qui tend les bras à l'Afrique. En revanche, une question s'impose. Comment les experts préconisent d'aller vers un modèle d'intégration économique basé sur la réduction des barrières à l'entrée des produits et matières premières au niveau interafricain, d'où l'importance de booster le processus de mise en place des dispositions tarifaires, douanières et incitatives de la ZLECAf. Justement, à Niamey, les dirigeants africains sont appelés à renouveler leurs engagements en faveur de l'accélération de ce processus de la zone de libre-échange, mais pas uniquement. Ils devront aussi réitérer leur position vis-à-vis de la transformation structurelle et la diversification économique prévue dans les objectifs de l'agenda 2063 tracés par les Nations Unies. Actualité continentale, toujours, l'Algérie a condamné énergiquement l'attaque terroriste qui a ciblé mardi une unité des forces tchadiennes de défense et de sécurité à l'ouest du pays, faisant des dizaines de morts et de blessés. C'est ce qu'a indiqué jeudi un communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien. L'Algérie a lancé encore une fois un appel à la communauté internationale pour conjuguer les efforts internationaux afin d'éradiquer ce fléau dangereux qui menace la sécurité et la stabilité des pays. Un accord a été trouvé pour une cessation des hostilités dès vendredi soir dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a annoncé le ministre congolais des Affaires étrangères à l'issue du mini-sommet à Luanda, la capitale angolaise. Le président congolais Félix Tshisekedi était notamment réuni dans la capitale avec le ministre rwandais des Affaires étrangères Vincent Biruta en l'absence du président Paul Kagame, pour tenter de mettre fin aux récentes tensions dans l'est de la RDC et après l'échec d'un précédent accord de cessez-le-feu conclu au mois de juillet passé.
Le mini-sommet a décidé ce qui suit, la cessation des hostilités en général et en particulier des attaques du M23 contre les FARDC et la MONUSCO à partir du vendredi 25 novembre 2022 à 18h. La Palestine occupée où les agressions sionistes ne cessent de se multiplier au lendemain de l'assassinat du jeune Amjad Shahada. Une journée de deuil et une grève générale ont été décrétées en Cisjordanie. Le point sur la situation avec Iman Merad. Après l'assassinat du jeune Amjad Shahada, âgé de seulement 16 ans, la Cisjordanie décrète une journée de deuil et une grève générale dans tous ses territoires occupés en contestation et en protestation contre l'entité sioniste qui multiplie les arrestations, les incursions et le recours à la violence systématique depuis quelque temps. Pas plus tard que ce matin, 2 Palestiniens sont tombés en martyrs dans la région de Naplouse par les balles assassines de l'occupant sioniste, alors que les larmes versées sur Amjad Shahada inhumé hier n'ont pas encore séché. L'autorité palestinienne dénonce le recours à la violence contre des civils sans défense, contre des adolescents et des enfants extraits sauvagement de leur maison en pleine descente nocturne dans la région de Naplouse et de Jenin et dénonce le silence de la communauté internationale face à la répression sauvage de l'occupant sioniste. Cette journée de deuil vient marquer la colère des Palestiniens contre ces répressions répétées d'un occupant livré à lui-même et encouragé par l'impunité et le silence complice et plus meurtrier que les balles utilisées par la horde sauvage des instances dites internationales. Le Parlement libanais a échoué pour la 7e fois à élire un président de la République après qu'aucun candidat n'ait pu obtenir les 2/3 des voix des députés. Il y a une semaine, l'instance législative a échoué pour la 6e fois à élire le successeur de Michel Aoun, dont le mandat s'est terminé le 31 octobre dernier. Après la fin de cette nouvelle session, le président du Parlement, Nabih Berri, a déclaré dans un communiqué qu'il avait fixé au 24 novembre prochain une nouvelle date pour l'élection du président de la République. Les États-Unis et l'Irak ont ratifié un accord sur la subvention pour les objectifs de développement, selon lequel Bagdad recevra 550 millions de dollars sur 5 ans. Suite à la signature de cet accord, l'ambassadrice américaine en Irak, Elina Romansky, a déclaré lors d'une conférence de presse que cet accord est une étape sans précédent pour les relations bilatérales entre les deux pays, ajoutant que le partenariat renforcé et les objectifs communs pour un Irak stable et prospère qui sert tout son peuple. Washington appelle Ankara à cesser immédiatement ses opérations militaires en Syrie. Les États-Unis affirment que l'opération militaire Griffe épée met en péril la vie des soldats américains stationnés sur place. Les frappes militaires turques ont été lancées par Ankara en Syrie et en Irak au lendemain de l'attentat d'Istanbul, causant 6 morts. Les détails avec Souhila Kilel. Washington et Moscou appellent Ankara à la retenue après les attaques aériennes turques contre la Syrie et les menaces répétées du président turc Recep Tayyip Erdogan de lancer bientôt une opération terrestre contre les positions des combattants kurdes dans le nord du pays. Pendant que nous poursuivons nos raids aériens sans interruption, nous nous attaquerons aux terroristes également par voie terrestre au moment qui nous conviendra le mieux. La Turquie a les moyens d'aller chercher et de punir les terroristes impliqués dans des attaques contre elle et ceux qui les aident à l'intérieur et à l'extérieur de ses frontières. L'aviation turque a lancé dimanche l'opération Griffe épée, une série de raids aériens contre 89 positions du PKK et des YPG, dont le nord de l'Irak et de la Syrie, qui ont fait près d'une quarantaine de morts. Mardi, une nouvelle frappe de drones turcs a visé en Syrie une base conjointe des forces kurdes et de la coalition internationale antiterroriste menée par les États-Unis. Cette nouvelle frappe a fait 2 morts parmi les combattants kurdes.
Dans un communiqué, le porte-parole du département d'État américain Ned Price a indiqué que les frappes aériennes de la Turquie dans le nord de la Syrie menacent la sécurité des militaires américains déployés dans la région et a appelé à la désescalade pour protéger les civils et soutenir l'objectif commun de vaincre Daesh. Il a par ailleurs précisé que son pays s'oppose à toute action militaire non coordonnée en Irak qui viole la souveraineté du pays. De son côté, le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a précisé que son pays espérait que la Turquie fasse preuve de retenue et se garde de tout usage excessif de la force en Syrie, chose qui pourrait mener à une grave déstabilisation de la situation globale. Et la Maison-Blanche a condamné les frappes russes sur des infrastructures énergétiques ukrainiennes, tandis que la Russie les défend lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies réclamée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le président russe est clairement en train d'utiliser l'hiver à des fins militaires pour infliger d'immenses souffrances au peuple ukrainien. C'est ce qu'a affirmé l'ambassadrice américaine auprès des Nations Unies. De son côté, la défense russe nie avoir mené la veille des frappes sur Kiev, affirmant que les dégâts dans la capitale ukrainienne avaient été causés par des missiles antiaériens ukrainiens et étrangers. J'insiste particulièrement, aucune frappe n'a été menée sur des cibles dans la ville de Kiev. Tous les dégâts dans la ville rapportés par le régime de Kiev sont la conséquence de la retombée de missiles étrangers ukrainiens de défense anti-aérienne installés dans des zones résidentielles de la capitale ukrainienne. Et les chefs des États membres de l'Organisation du traité de sécurité collective OTSC, une alliance militaire menée par Moscou, se réunit en Arménie. Le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu avec le premier ministre arménien Nikol Pachinian. En Écosse, des partisans de l'indépendance ont manifesté à Édimbourg après la décision de la Cour suprême britannique qui estime que l'Écosse ne peut pas organiser un nouveau référendum d'indépendance sans l'accord de Londres. À noter que ce rassemblement a connu la présence de la première ministre écossaise Nicola Sturgeon. Les 27 ministres de l'énergie européens se réunissent ce jeudi à Bruxelles pour tenter de trouver des solutions afin de limiter la flambée des prix de l'énergie. Si certains pays européens insistent sur l'urgence d'un plafonnement, d'autres comme l'Allemagne redoutent les effets sur les approvisionnements et dans les mois à venir. Sport football, Coupe du monde FIFA 2022. Le Cameroun s'est incliné cet après-midi face à la Suisse au stade Al-Janoub pour le compte du groupe G. La seule réalisation du match était signée par l'attaquant Bril Embolo. Et pour le compte de la deuxième affiche de la journée, l'Uruguay a fait un match nul contre la Corée du Sud. De son côté, le Portugal s'est imposé par le score de 3-2 face au Ghana. Et on revient au groupe G. Dans moins d'une heure, le Brésil va entamer la compétition face à la sélection de la Serbie. Les coéquipiers de Neymar aspirent à un autre titre après celui de 2002. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous.